qu'on ne trouve évidemment pas dans la littérature alchimique occidentale de référence au tantra. Tout simplement pour des raisons historiques de méconnaissance de ces deux continents de la spiritualité. Par contre, disons à partir de la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, on trouve des savants occidentaux ou des commentateurs occidentaux qui commencent à s'intéresser à cette question, qui commencent à entrevoir la possibilité d'un passage de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient. Mais je crois qu'il faut quand même préciser que rien n'avait effectivement été tenté qui permette d'amplifier cette comparaison et d'en apprécier la portée. Or, je crois qu'effectivement, en tout cas, c'est le parti que j'ai pris dans ce livre, l'alchimie est au cœur des pratiques tantriques. Maintenant, de là à dire ou à supposer que l'alchimie ait été une sorte de tantra ou de yoga, hein, c'est un article excellent d'ailleurs dans le volume Yoga, Science de l'homme intégral, va dans ce sens, l'article de Maurice Agnan que je cite d'ailleurs souvent. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter, mais qu'il faut quand même pratiquer avec modération, je dirais. Oui, c'est cela, parce qu'en fait, on a évidemment connaissance d'une alchimie en Inde, qu'on appelle le Rasayana, oui, qu'on appelle le Chulen d'ailleurs au Tibet. La voie du mercure, oui. La voie du mercure, notamment, effectivement, et en même temps du tantra. C'est-à-dire que quelque part, on sait qu'il y a des liens très importants entre les deux, que d'ailleurs c'est dans la tradition tantrique que souvent le Rasayana se développe, mais en même temps, on a l'impression que c'est quand même deux choses qui sont un peu distinctes, dans le sens où l'une est opérative sur des matières. Absolument. Le Rasayana, quand même, travaille sur des matières et sur des préparations, mais avec des rituels tantriques qui l'accompagnent. Absolument. Et les rituels tantriques peuvent très bien, eux, ne pas fonctionner sur des matières extérieures, mais plutôt sur le matériel qui est l'homme qui se transforme. Alors, on retrouve d'ailleurs, enfin, avec des nuances, mais on retrouve dans le contexte tantrique la même distinction qu'en Occident, entre l'alchimie dite matérielle, en tout cas celle qui relève d'une pratique au fourneau, d'une pratique en laboratoire sur des matières, et l'alchimie dite spirituelle. Alors, bon, je ne vais pas m'engager ici dans ce débat de savoir laquelle est la plus vraie, la plus véridique, n'est-ce pas? Bon, mais il y a cette distinction qui est très présente en Occident, alchimie matérielle, alchimie spirituelle. Et on la retrouve effectivement dans le tantrisme, comme vous venez de le dire, aussi bien dans le tantrisme hindou que bouddhique. Mais donc la différence entre Rasayana, voie du mercure, pratique sur des substances, et pratique sur cette autre matière, mais je mettrai matière entre guillemets à ce moment-là, qu'est le corps subtil du méditant. Donc, vous voyez, il y a effectivement un parallélisme. Mais je crois qu'il faut apporter tout de suite une nuance importante, c'est que l'alchimie occidentale, et de ce point de vue-là, c'est sa faiblesse par rapport à l'alchimie tantrique, l'alchimie occidentale ne comporte pas de cartographie, si on peut dire, du corps subtil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans l'alchimie occidentale, dans l'alchimie spirituelle, de pratiques comparables aux pratiques yogiques qui reposent, vous savez aussi bien et sinon mieux que moi, sur ce que j'appellerais une cartographie subtile, vous voyez ce que je veux dire? Une physiologie qui permet à ces pratiques d'avoir une cohérence, d'avoir des repères physiologiques et aussi d'être une véritable technique.